Bienvenue sur Radio PDC-RDA, lundi 20 janvier 2020. Radio PDC-RDA a le plaisir et l'honneur de recevoir M. Demba Traoré, vice-président du Front populaire ivoirien. Avec lui ce soir, nous allons échanger de l'actualité au Front populaire ivoirien et de l'actualité qui concerne la Côte d'Ivoire. Et nous savons que le Front populaire ivoirien est l'objet de beaucoup de polémiques ces derniers temps. Et le PDC-RDA a pour ambition d'aller avec le Front populaire ivoirien à la conquête, disons la reconquête du pouvoir d'État. Et donc, il est d'autant plus normal que nous nous intéressions, chers amis, à ce qui se passe au sein du parti frère que le PDC-RDA. C'est donc dans ce cadre que nous recevons ce soir M. Demba Traoré, vice-président du Front populaire ivoirien, à qui nous allons dire bonsoir et commencer par lui demander de se présenter. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, M. Koné Katina. Ok, M. Emmanuel Katina. M. Emmanuel Katina, oui, effectivement, ça peut tromper, ça peut, voilà, prêter à confusion. M. Emmanuel Katina, je devais dire. Merci, bien sûr. Mais quand même, il faut préciser, M. Koné Emmanuel Katina. Bien sûr, on va profiter pour faire un coucou à M. Koné Katina qui en ce moment en exil au Ghana. Voilà. Donc vous êtes proche aussi, oui, n'est-ce pas? Absolument. C'est un jeune frère. Voilà, ok. Voilà, depuis le collège, au moins, on se connaît. Disons ça depuis, voilà. C'est un jeune frère. Ok, voilà. Et donc, nous sommes tous les deux proches. Voilà. Alors, M. Demba Traoré, première question. Comment est-ce qu'on peut vous présenter? Comment est-ce que vous vous présentez pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, même si vous êtes très connu sur les réseaux sociaux et au niveau du Front populaire ivoirien? Oh, bah, écoutez, merci pour cette opportunité. Bon, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Et surtout, bon, là, je devine que c'est le côté politique qui va intéresser vos auditeurs. Mais sinon, du côté professionnel, je suis ingénieur en informatique et du point de vue spécialité, je suis architecte web senior et j'ai acquis ce titre chez Intel, le fabricant de microprocesseurs. Bon, depuis 2002, à mon compte. Et après, je me suis retrouvé comme directeur général de la zone franche des Grands Bassam, connu aussi sous le nom de victime. Du point de vue politique, j'ai été pendant 13 ans aux États-Unis et aujourd'hui, vice-président du Front populaire ivoirien en charge du numérique et aussi vice-président de l'ES. Ça, c'est un peu le background classique. Le côté arrière-cour qu'on ne sait pas. Et souvent, que quand on ne connaît pas, on ne comprend pas un certain nombre d'attitudes. Une fois n'est pas coutume, vraiment toute modestie mise à part, je voudrais un peu aussi parler du background familial ou environnement familial et le passé aussi qui permet de comprendre un certain nombre de choses. En effet, quand on a eu pour tonton, c'est-à-dire que les amis de son père, d'ailleurs, c'est un coucou que je fais au tien, qui était un ami à mon père et qui était un élu de Katiola, comme quelquefois on dit à beau mentir, qui vient de loin, et qui a eu pour ami Thomas Daquin, Nalo Bamba de Nyakara de chez toi, Thibaut Sungalo, maire à Boaké, et Wassena Kone à Katiola, et qu'on a milité au Messi, et avec des gens comme Adjoumani, Keita Boubacar, V. Bernard en 90, au moment où le multipartisme est réintroduit en Côte d'Ivoire en 90, quelqu'un qui sort de cet environnement social-là
son parti naturel, là où il va militer, ce n'est pas le FPI. C'est bien au contraire le PDCI, parce qu'il est issu de famille et d'environnement politique PDCI. Et donc, et aussi, il faut le dire, parce qu'on entend quelquefois des gens qui viennent d'arriver dans la lutte m'accuser d'être auprès du président Laurent Gbagbo pour des questions de moyens financiers. J'ai dit en 90, là où j'étais, ceux qui cherchaient de l'argent, c'est vraiment pas au FPI qu'ils allaient militer. Et en 90, juste un an après le décès du général Thomas Dakin, j'ai pris le risque d'introduire le nouvel horizon à Katiola. Et j'ai aussi été un pionnier du FPI à Katiola. J'ai été l'éclaireur de la première délégation du FPI dans les départements de Katiola, d'Abakala, qui était conduite par des contemporains qui sont en vie, le camarade Django Nebi et Kata Keke. Et bien, voilà, le président Laurent Gbagbo l'a dit déjà à Katiola, m'a fait l'honneur de rappeler ça à mes parents quand il était en visite d'État. Okay. Et j'ai déjà beaucoup parlé de tout ça en termes de publication, mais je voudrais simplement, comme je l'ai dit, si vous le permettez, vraiment rappeler l'attention d'un certain nombre de personnes qui apprennent tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'en 99, le FPI n'était pas au pouvoir. Demba Traoré avait acheté sa maison. Et pour la petite histoire, souffrez que je dise à ceux-là que l'ambassadeur du Côte d'Ivoire près les Nations Unies, qui venait d'être affecté, qui a hérité d'une ambassade complètement diminuée, a bénéficié des services et Demba a rendu à la mission de Côte d'Ivoire en mettant à disposition sa Mercedes ML 430 pour lui permettre d'aller à une visite du président Laurent Gbagbo. Voilà des détails que je voudrais dire pour dire que je ne suis pas venu au FPI pauvre. Si c'était le cas, j'en serais fier aussi. Et que je ne suis pas venu au FPI pour m'enrichir. Et dernier point, 2009, parce qu'on en parle aussi, hein, on entend ça. En avril 2009, le président Laurent Gbagbo, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, a instruit les administrateurs de l'État de Côte d'Ivoire et le conseil d'administration de me nommer comme directeur général de la zone franche. Là encore, on entend des ragots du genre il a détourné. Demba Traoré est parti de la zone franche de victime en laissant les 28 milliards de francs CFA de prêts que les banques de développement ouest-africaines et les banques indiennes avaient mis à disposition de cette compagnie. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai fait la passation des services, j'ai reçu une note du conseil d'administration qui ne me reprochait rien. Et ma mission là-bas, c'était de redresser cette structure et je l'ai fait en un an. Le dernier point que je vais aborder, qui explique aussi ma présence en Côte d'Ivoire, parce que j'étais là. Et c'est parce que j'étais là que j'ai pu, par exemple, à la demande d'Akoum Laurent, mettre le siège, le QG de campagne du candidat Laurent Gbagbo à la disposition du FPI qui ne pouvait pas payer ses factures au niveau du CNRD. Et pour témoins, ils sont aussi vivants, Tapé Kipré, TID. Et aussi, je revendique ma part pour le retour de la presse bleue au pays après la crise post-électorale. Là, j'ai été sollicité par l'honorable Soutourou Bouré, qui est aussi vivant, pour mettre à disposition du Nouvel Horizon un poste de montage, des clés USB qui allaient permettre aux journalistes de pouvoir éditer le journal et revenir en ligne. Donc c'est parce que j'étais sur place que j'ai pu faire ce genre de choses. Et aussi, je n'avais pas fait le choix d'aller en exil, comme bon nombre, comme les Akoum, comme les Miaka au retour. Mais j'ai été plus tard contraint à l'exil par rapport à ce qu'on sait. Vraiment, je m'excuse d'avoir été long, mais quelquefois, ce genre de précision, pour ceux qui prennent le train en marche,
est nécessaire. Ce genre de précision est important pour empêcher que de votre vivant, les gens réécrivent votre histoire. Ok. Alors, ça t'a bien compris. Je pense que le décor est planté. M. Demba Traoré est connu, disons, est connu pour être un homme, j'ai envie de dire, apolémique. On vous considère comme un homme apolémique. Comment est-ce que vous analysez? Bon, ok, d'accord. Donc, premier sujet sur lequel nous aimerions échanger avec vous. Vous êtes un sachant au sein du Front populaire ivoirien. Vous êtes très proche du président Laurent Gbagbo. On sait que vous le côtoyez pratiquement régulièrement, pratiquement tous les jours. Le président Afin Guessan a rencontré le président Laurent Gbagbo récemment, après au moins un essai infructueux. Vous avez produit une publication sur cette question-là. Et vous avez semblé minimiser un peu la portée historique de cette rencontre-là. Alors, nous vous donnons l'occasion, là, en quelques minutes, de porter votre analyse sur cette rencontre. Qu'est-ce que vous savez de cette rencontre? Le contexte, et puis la vérité sur cette rencontre par rapport au communiqué qui a été fait par le camp Afin Guessan. D'accord, je ne vais pas minimiser et je vais vous expliquer le contexte. J'en savais un peu plus sur cette rencontre que le commun de mortels pour avoir été à la périphérie. Je n'ai pas pris part, mais j'ai été à la périphérie. Mais je ne pouvais pas me permettre d'en parler, évidemment, parce que le secrétaire général du parti n'a pas encore rendu compte au secrétariat général. Et une fois qu'il a rendu compte au secrétariat général, il a fait une sortie publique lors de la présentation des pagnes, du pagne de la fête de la liberté. Moi, je suis loin, je ne suis pas actuellement en Côte d'Ivoire, je ne peux pas y aller. Je ne savais pas que, j'avais vu déjà que le temps avait fait un communiqué. Au petit niveau où je suis, je savais qu'il n'était pas supposé faire un communiqué. C'était une prise de contact qui allait peut-être se poursuivre plus tard, mais ils sont allés faire un communiqué pour narguer le président Laurent Gbagbo, parce que dans le communiqué, il est signé qu'il y a Afin Guessan est le président du parti. Et puis... Ok, quand vous dites qu'il n'était pas censé faire un communiqué, je voudrais qu'on soit un peu plus clair là-dessus. Est-ce qu'il y a une clause, il y a quelque chose qui dit qu'il n'était pas censé faire un communiqué? Je vais vous donner un exemple. Oui, puisque c'était une prise de contact et donc des instructions ont été données de poursuivre ce contact au pays. À l'envers de la rencontre avec le PDCI, où c'était d'abord des prises de contact au pays, ils se sont entendus sur les termes de communiqué, ils sont juste venus à Bruxelles pour valider le communiqué, et c'est pour ça qu'il y a eu le communiqué conjoint. Avec M. Afi, comme c'est toujours compliqué, vous avez vu la première fois quand il devait être reçu, ça a été compliqué. Donc les choses ont été très simplifiées. C'est dit qu'il a offensé son patron et qu'il a fait des tentatives de présentation d'excuses, mais qui n'étaient pas très sincères ou vraiment fermes, mais en se le voyant de près et de visu, sans d'autres formes de protocole ou de conseil ou de conditions, il a eu l'occasion de présenter ses excuses et donc à partir de ce moment de présenter aussi des doléances, de faire des doléances. À partir de ce moment-là, il a été convenu d'aller poursuivre les discussions en Côte d'Ivoire. À la surprise générale, il a fait un communiqué, seul, unilatéral, défiant, parce qu'il revendique. Il aurait même pu faire en tant que citoyen qui allait voir son aîné, mais il a tenu à faire un communiqué
avec son secrétariat général et revendiquer le titre de président du parti. Ça crée la confusion aux militants. Ça crée la confusion. Est-ce que vous pensez que le président n'est pas content? Est-ce que vous pensez que qui recevront les appels téléphoniques? Est-ce que vous pensez que le président Gbagbo n'a pas apprécié le communiqué du président Afi? Je ne veux pas parler au nom du président, mais je suis en train de dire ce que moi j'ai ressenti, ce que les militants appelaient. Et puis en plus, j'étais très mal à l'aise parce que moi je suis arrivé à Bruxelles, hein, le 5, ou je ne sais plus, le 4, juste après le départ de M. Afi. Certaines personnes qui me connaissaient, quand ils ont vu, m'ont appelé, pas de moindre. Et vous vous retrouvez dans des solutions, quelquefois, vous ne pouvez même pas décrocher le téléphone parce qu'ils ne me croiront pas si je dis que je n'ai pas participé. Parce qu'en partant, écoute, il y en a qui ont su que j'allais à Bruxelles. Moi, j'étais à Bruxelles le dimanche, que M. Afi a quitté Bruxelles. Je n'ai pas pris part, mais c'est pour ça que j'ai dit, j'étais à la périphérie. Et donc, il n'était pas supposé faire de communiqué. Ça, je peux vous le dire. Il en a fait un. Et c'est ça que j'ai mentionné dans mon poste. Okay. Maintenant, les éléments parlant, quand on regarde, après, 2 heures de temps après mon communiqué et mon poste, le Front populaire ivoirien fait un communiqué officiel qui n'est pas en contradiction du tout avec ce que j'ai dit. Bien au contraire, qui expose plus M. Afi. Parce que M. Afi a fait quoi au départ? Il a fait fuiter sur les réseaux, on se connaît sur les réseaux, qu'il sera premier vice-président avec tous les pouvoirs. Pendant que notre secrétaire général est à l'étranger, il ne peut pas faire les démentis, il ne peut rien dire. Il n'a pas rendu compte à son secrétaire général. Ensuite, ça prend la flamme. Et les gens, ils vont comme ils veulent, pas de moindre, les gens très proches de lui. Et c'est pour ça que, quand ces mêmes gens proches de M. Afi viennent vers nous sur mes postes, mais je retiens qu'il y a 2 points dans ces attentes. Au 5e point, dans le communiqué du Front populaire ivoirien, il demande à être premier vice-président avec tous les pouvoirs. Deuxièmement, il veut être co-listé. Ce que moi j'ai dit dans mon poste, il est simple. Oui pour la réconciliation, mais vérité d'abord. Non seulement oui pour la réconciliation, mais vérité d'abord, mais en même temps aussi respect des principes. M. Afi a été radié au congrès de Maman par les autres. Donc, on ne peut pas demander au FPI, au président Laurent Gbagbo de violer les textes du FPI. Ce serait planter le couteau dans le dos de tous ceux qui ont défendu cette ligne. Il ne faut pas oublier que M. Afi est venu s'arrêter dans le salon de Feu Sangaré Aboudraman Sangaré et le faire insulter pratiquement par un de nos aînés, Touré Amara. Oui, mais tout ça. Le 9 mars. Oui, mais M. Demba. Mais M. Demba. D'accord. M. Demba. Là, la réponse. Mais pour le faire dans le respect des procédures. Si M. Afi doit être réhabilité, c'est un congrès du FPI qui va d'abord le réhabiliter et puis ensuite on discutera au cas par cas. Là, c'est le citoyen Demba, le militant du FPI qui donne son avis et j'en ai le droit. Parce que je fais partie des gens que M. Afi a quand même menacé. Il a dit si on est garçon, on est rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, cette question-là, j'ai le droit de me prononcer là-dessus en tant que citoyen, en tant que militant du FPI. J'entends déjà dire le vice-président du FPI. Mais le fait que le vice-président du FPI, je suis désolé, n'est pas une fin en soi, n'est pas Traoré. J'aurais été militant dans n'importe quel parti politique de Côte d'Ivoire aujourd'hui, je ne serais pas moins que vice-président. Ça, mais il faut que les gens comprennent ça. Et si c'est le point de vice-président de Demba qui est jeune là, je ne suis pas à une démission près. Mais par respect pour le président Laurent Gbagbo,
je ne ferai pas l'insulte de démissionner. Sinon, quand j'entends certains là, je leur dis, mais attendez, je leur donne ce poste de vice-président. Ok, monsieur Demba, revenons à la rencontre en elle-même. Revenons à la rencontre en elle-même. Vous avez dénoncé le fait que le camp AFI ait produit ce communiqué de façon unilatérale et vous dites qu'il n'était pas prévu. Ils ont même reçu des instructions de ne pas faire de communiqué. Bon, ils disent qu'il n'y a jamais eu d'instruction ou de... Je n'ai pas ajouté ça. Je n'ai pas reçu des instructions. Je n'ai pas ajouté ça. Ok, d'accord. Donc, un communiqué. D'accord, justement, et je vais revenir là-dessus. Quand vous dites qu'il n'était pas supposé faire un communiqué, le supposé là, ça vient de quoi? D'où vous tirez qu'il n'était pas supposé faire un communiqué? La rencontre même était supposée être discrète jusqu'à... Bon, on a quelques petits soucis avec la connexion de M. Traoré. Je précise qu'il est en ce moment en Afrique. Ok, M. Traoré, on a quelques soucis avec votre connexion. Ça, là, on a vu. Ok. L'OLP et les Israéliens, on a vu l'accord de Ouaga, la connexion. Il y a eu des discussions au grand jour. On va comparer le fond. Ah, bon, voilà. Je pense qu'on aura, voilà. Vous êtes là, monsieur Traoré? Je suis là. Ok, d'accord. Donc, allez-y. Oui, je disais que, ayant fait le communiqué qu'il a fait, ça donc contraint le Fonds populaire ivoirien à faire un communiqué que vous avez vu hier, dont les termes sont complètement différents du communiqué que lui il a fait. Ça fait cacophonie. Ok, d'accord. Donc, allons-y. S'il avait l'intention de rendre publique la rencontre et de faire un communiqué sur place, comme c'est de coutume, il aurait proposé des thèmes, il se serait convenu des thèmes, et puis le communiqué aurait été fait pour dire que, voilà, M. Afi a été reçu par le président Laurent Gbagbo, ou le Premier ministre Afi a été reçu par le président Laurent Gbagbo. J'ai dit n'importe quoi. C'était une rencontre fraternelle. Il est venu présenter de façon ses excuses à son aîné et s'enquérir de ses nouvelles depuis la sortie de prison où ils ne se sont pas vus. Ça pourrait être des communiqués de civilité d'homme à homme. Qui évite. Parce que le président Laurent Gbagbo, pour recevoir Afi en tant qu'être humain, le blocage, c'est au niveau des textes du parti, de la présidence, et le militant qui est radié. Mais quand tu viens notamment, parce que c'est ça, et que tu t'en fais un communiqué unilatéral, et dans le communiqué, il est dit que toi tu es président du parti, c'est de la défiance. Ok, ben, là, je pense qu'on... C'est une forme même de saboter la rencontre pour nous dire, oui, j'ai usé de ruse et de malice pour voir Gbagbo, et puis après, c'est tout. Ok, M. Traoré. C'est là que je dis non, je l'accepte pas. M. Traoré, on comprend, je pense qu'on comprend votre réaction sur ce point-là, surtout sur le fait que le camp AFI a utilisé le thème président du Front populaire ivoirien, si ça a été fait en tout cas dans le communiqué. Je pense qu'à ce niveau-là, on est tous d'accord. Venons-en au fond, donc, parce que nous voulons tous la réconciliation au Front populaire ivoirien. Donc, parlons du congrès unitaire. Certaines personnes parlent de congrès unitaire, d'autres parlent de congrès simple. Alors, quelle est votre vision là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Le président Laurent Gbagbo a demandé... Non, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis en train de dire ce que je sais. Oui. Avant la rencontre avec M. Afi, le FPI préparait déjà un congrès extraordinaire. C'est ça qui est la vérité. Qui n'a rien à
voir avec le congrès d'unité. Et c'est ça que je mentionne dans mon papier. Le FPI préparait un congrès. Et il y avait des tractations en interne. Ce n'est pas le lieu d'exposer ça ici. Donc, c'est pendant cette période-là que M. Afi a été reçu et qu'il a émis, comme le communiqué le dit, le vœu de faire un congrès unitaire. Mais le terme congrès unitaire est un piège en lui-même. Parce que dit M. Afi demander un congrès unitaire, ça veut dire que nous, au FPI, on accepte que le FPI a été divisé en deux. Ça veut dire que nous renonçons aux résolutions de Mama et de Moussou. Mama surtout qui exclut M. Afi. Nous sommes d'accord pour aller à un congrès de réconciliation, de rassemblement et tout ça, mais cela demanderait avant un autre congrès, même si c'est une demi-journée de congrès, pour analyser avec pour seul point à l'ordre du jour le cas Afi. Mais sinon, à quoi ressemblerons-nous? Des gens qui ne respectent pas leur propre qui vont diriger la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Donc, c'est ce que j'ai dit. Il y aura, et vous avez vu, ils ont fait courir la rumeur dans leur poste et dans leurs papiers avant, qu'il y aura un congrès et que c'est Hubert Oulaye qui allait être président de ce congrès. Bon. Ça veut dire qu'il ne le reconnaît même pas comme président du comité de contrôle. Parce que quand on est président du comité de contrôle, on ne dirige pas le congrès. On a un rapport à faire. Est-ce que vous suivez un peu? Si. Le piège et le non-dit. Voilà. Donc, dans le cas du congrès auquel nous on s'en va, le président du congrès, c'est le professeur et le ministre Damon Djedje. Le professeur Hubert Oulaye est président du comité de contrôle. Et le président du comité de contrôle a un rapport d'audit à faire. Il ne peut pas venir faire un rapport pendant que lui-même est en train de diriger le congrès. C'est un non-sens. Ça, si en tant que vice-président du FPI, je n'attire pas l'attention des militants là-dessus, et surtout le vice-président en charge du numérique, et que tout ça, là, ça se fait sur les réseaux sociaux, qui va le faire? D'autres personnes, d'autres responsables du FPI ne sont pas obligés d'être sur les réseaux sociaux, mais moi, je fais la veille sur les réseaux sociaux. Et il y a des questions que j'estime que j'ai la formation politique nécessaire pour répondre. Et je réponds. Ok. Mais ça n'engage que Demba. Monsieur Demba. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, excusez-moi. Monsieur Traoré, à ce congrès que vous allez organiser, que vous aviez déjà commencé à préparer, à ce congrès, monsieur Afi N'Guessan, oui, il sera-t-il? Et s'il sera, est-ce que la question de sa réintégration au Front populaire ivoirien pourrait être mise à l'ordre du jour? Ça, c'est lorsqu'on se met dans votre vision. Hein. Ça, c'est le travail du bureau. Ça, c'est le travail du bureau qui prépare le congrès. Okay. Je ne peux pas me substituer au président du congrès. Donc, c'est possible. Je dis c'est possible. C'est possible. Selon vos textes et selon... C'est ce que j'ai dit, c'est la voie indiquée, normalement. Okay. D'accord. C'est ce que j'ai dit dans mon poste, qu'il y a ce congrès extraordinaire qui pourrait, ça c'est mon analyse personnelle, et analyser le cas Afi pour dire que nous sommes prêts à aller à la réconciliation, mais en suivant la procédure. D'accord. Et donc, c'est un congrès extraordinaire que vous organisez? Oui, c'est un congrès extraordinaire. Et vous dites que ce congrès... Chaque 3 ans, nous avons eu en 2018, le congrès normal est en 2021. Et vous dites que nous sommes à une année électorale, il y a un congrès extraordinaire qui a été prévu. Et vous dites que ce congrès était prévu avant que le président Afi rencontre le président Gbagbo. Et donc, quel était le motif? Quel était le motif? Quel était le motif de ce congrès? Nous sommes dans une année électorale. Okay. On aurait pu faire une convention, mais on a décidé de faire un congrès. Et nous souhaitons vivement que le président Laurent Gbagbo, et nous le pensons, sera à ce congrès. Amen. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en dehors du cas Afi, il y a des sujets précis
qui seront à l'ordre du jour. L'ordre du jour va être défini. Le cas FI peut être en préalable, enfin, je veux dire, en divers, ou carrément un point à l'ordre du jour. D'accord. Et d'accord. OK. Donc, j'imagine qu'on sait déjà les points à l'ordre du jour. Non, comment ça se passe? Nous, au PDCIRDA, quand il y a un congrès extraordinaire. J'avoue, je ne le sais pas. Moi, je le sais. Ce n'est pas encore rendu. Le principe du congrès a été acquis vendredi par le secrétariat général. Le principe. Mais vous dites que le congrès était prévu. Mais le principe n'a pas encore été acquis. Non, enfin, le principe n'est pas le bon mot. Le congrès, le secrétariat général du Front populaire ivoirien a décidé qu'il y aurait un congrès en mai. OK, d'accord. OK, d'accord. Voilà. Je pense qu'on vous suit mieux. Et le président du congrès est connu. Et on lui demande de mettre en place son bureau. OK, d'accord. Voilà. Alors, un dernier point par rapport à cette question de la rencontre du président Gbagbo et du président Afi, avant qu'on passe à un autre chapitre. Peut-être quelques informations que vous aimeriez donner ou un résumé, une note d'espoir peut-être, parce que là, quand vous entend... Non, ça c'est sûr. Une note d'espoir, moi je l'ai dit. Moi je suis bêtement gore. Au passage, il faut être intelligent pour être bêtement gore. Bêtement là, c'est du Diarra. Le ministre c'est du Diarra, premier ministre Diouf en Côte d'Ivoire, nous a dit qu'il allait appliquer bêtement les accords de Marcoussis. Donc, les gens ne sont pas choqués. Mais ils pensent que quand on dit le bâtiment, ça veut dire qu'on ne réfléchit pas. Non, justement. Ça veut dire qu'on est discipliné. On est gore avec discipline. On est gore sans ruse. Voilà. C'est ça le bâtiment gore. Et donc, à partir du moment où le président Laurent Gbagbo reçoit M. Afi, mais Demba Traoré n'a plus de parole. Mais en même temps, il dit il ne peut pas laisser les militants qui l'appellent, qui se reconnaissent en lui, laisser pour compte. Voilà. Et surtout, je suis un des plus exposés parce que je suis sur les réseaux sociaux de par mon métier, de par mes fonctions dans la direction du parti. J'ai envie de vous demander, M. Demba Traoré, sans sortir du cadre du sujet, justement, vous dites que vous êtes beaucoup exposé et vous êtes beaucoup attaqué. Honnêtement, si on vous demandait pourquoi vous, pourquoi est-ce que vous faites l'objet de tant d'attaques et de tant de... Je l'expliquais, mais je n'ai pas peur de l'expliquer de nouveau. J'étais un illustre inconnu au FPI. Je me cachais, c'est-à-dire que au point où je puis rester à Abidjan parce que je n'étais pas connu du grand public ivoirien. Pendant les crises, contrairement aux balivernes que les gens racontent, une de mes premières apparitions, c'était à La Haye. Mais j'ai été, je ne sais pas combien de fois, rendre visite au président Laurent Gbagbo. Et j'ai été témoin, quelquefois, de ces frustrations venant des personnes très proches de lui et qui ont peur de lui. Je les ai cités, j'ai cité Alcide Djedje, qui est un ami. J'aurais pu faire comme les autres, préserver mon amitié avec Djedje. Afi N'Guessan, qui a été mon patron, j'ai été nommé représentant par Afi N'Guessan, le président Afi N'Guessan, le premier ministre Afi N'Guessan. J'ai été membre de son cabinet. Et je fais partie des premières personnes qu'il a appelées quand il est sorti de prison pour rentrer au pays. Mais quand je voyais ce que subissait mon patron, j'ai interpellé d'autres voix peut-être plus autorisées que moi, qui ont regardé ailleurs. Et à un moment donné, j'ai dit trop, c'est trop. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler. J'ai commencé à faire des vidéos. À ce moment, on ne parlait pas de Facebook Live pour dénoncer ce que je voyais. Mais quand tu le fais, ceux-là ont des partisans. Et ceux que j'attaquais n'étaient pas des moindres. Il y avait Alcide Djedje, il y avait Afi N'Guessan, il y avait Gossio, il y avait Komwe. Oui, mais aujourd'hui, ceux qui vous attaquent le plus sont pas pour Afi. Quand vous regardez sur les... J'en viens. Quand vous regardez ceux
qui m'attaquent ou qui se, comme ils disent, ils appellent à grouper sur mes postes. Je les ai identifiés, on se connaît. Il y a ceux qui sont proches d'Afi. Mais 2 derniers postes-là, il n'y avait que en 90%. Ok. Il y a eu des périodes de bas et de haut avec le jeune frère Blé Goudé. Je n'ai pas peur de mots qui m'a mis ses partisans à dos. Mais il y a des moments où il m'a défendu. C'est pour ça que je parle de haut et de bas. Mais aujourd'hui, ces partisans se sentent obligés de venir m'attaquer. Mais si moi je parle là, c'est-à-dire les petits plaisantins qui viennent m'attaquer sur les réseaux au nom du co-chef. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'est Demba de Blé Goudé? Si je parle là, au passage, permettez que je dise là, moi je ne suis candidat à aucun poste. Aujourd'hui, nous sommes 20 janvier 2020, date anniversaire de la naissance de Martin Luther King. On peut noter ça. Le jour où vous me verrez candidat à un poste électif, il faut me présenter cette vidéo. Donc je n'ai pas peur. Moi, je suis candidat à aucun poste. Je suis un technicien de la politique. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Après la politique, là, je suis passé à autre chose. Et là, ce même jour, je vais vous le dire, le jour où le président Laurent Gbagbo approchera son maillot de politicien, Demba accroche pour lui. Je ne ferai pas de politique en Côte d'Ivoire après Laurent Gbagbo. On note cette date aussi, 20 janvier 2020. Ok. Donc, si on m'attaque là, moi je pourrais parler. Et je le dis. Il y a eu des moments, ce n'est pas Demba qui le dit, je le dis et je l'assume. Blé Goudé a eu sa part de responsabilité dans l'attitude d'Afi. Ça, je le dis. J'ai été témoin d'actes où Blé Goudé n'aurait pas intervenu. Tout ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Et ça, là, je l'ai déjà dit. Bon, mais je n'ai pas cité des noms. Pour résumer votre réponse. Si vous permettez, que les gens comprennent ça. Oui. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle à cette dame ». Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blé Goudé, Solange. A dit devant moi, il a dit « tu diras à Afi, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat, mais qu'il ne me traite pas de faussaire. » Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça là, je le dis. Et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Je lui ai dit, j'ai été témoin. Si tu ne fais pas la commission, je dirai que j'étais là quand tu as refusé de faire la commission du président. Et je l'ai dit quand je suis allé 15 jours après à Washington, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas cité. Donc quand Afi disait aux gens qu'il a dit, il parle à des gens aussi, qui parlent au président là, le gouvernement faisait partie. Okay. Ça là, combien de gens vous connaissez qui ont le courage de dire ça? Ils vont se ruiner tout de suite, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais c'est ça, on dira plus que ça. On va avancer. On dira plus que ça. On va avancer sur cette question. Je pense qu'on a compris votre réponse. La réponse c'est que voilà. Vous êtes celui qui s'attaque à moi. Voilà, vous prenez la défense du président Gbagbo. L'autre dernier volet, c'est quoi? Le groupe d'attaque. Il y a des hommes qui se proclament proches de la deuxième vice-présidente du FPI et qui m'attribuent à tort ou à raison d'être le porte-voix de Mme Nadi Bamba. Est-ce que c'est faux? Donc, dès que à votre émission, déjà, ou bien je ne sais pas, j'ai déjà expliqué, moi je ne la connaissais pas, Mme Nadi Bamba, avant 2008. J'ai expliqué ça à votre émission déjà. Si. Si vous le répétez. Oui. C'est en 2008 que je l'ai rencontré lors de visite d'État à Bondougou. Mon patron m'a dit, moi c'est ma femme, tu travailles avec elle. Et je suis en mission, point. Oui, mais monsieur Traoré, j'ai envie de vous demander, monsieur Traoré, j'ai envie de vous demander, avant 2008, est-ce qu'il ne vous a pas présenté sa femme Simone Gbagbo? Oui, alors
Non, je vous demande, oui. Je vous demande. Il n'a pas eu besoin de me la présenter. J'ai été à l'école du parti et j'étais enseigné par Mme Simone Babo. Bon, donc, même pas de siège. Vous connaissez ces deux femmes. J'ai travaillé avec elles. Oui, mais c'est très... Oui, je vais poser ma question. Et donc, je suis en bonne intelligence avec toutes. Oui, je viens, je pose ma question. Je pose ma question. Donc, il vous a présenté ces deux femmes. Il semble que vous avez une proximité. Il semble que vous avez une proximité légendaire avec une des deux. Donc, c'est pourquoi, c'est un peu pourquoi vous avez toutes ces attaques. C'est eux qui disent ça. J'ai dit, c'est eux qui disent ça. J'ai dit, c'est ceux qui sont loin qui disent, c'est ce que je leur dis souvent. Ils sont en train de regarder un match que nous on a joué. Et ils veulent nous commenter ce match. Tu vois combien de fois ils peuvent être ridicules? Je viens de vous dire que moi j'ai travaillé avec les deux et mon patron, selon mes missions, quand il me met en mission ici, je le fais. C'est tout. D'accord, d'accord. On va permettre à Jacques qui nous a rejoint de poser une question sur le chapitre d'Afi Gbagbo. Et puis on va passer justement au prochain chapitre qui concerne Mme Simone Gbagbo, justement, que vous venez d'aborder, si vous le permettez. Jacques? Non, il n'y a pas de problème. Oui, est-ce que vous m'entendez? Hein? Oui, nous vous entendons bien. Allô? Voilà, merci beaucoup, Traoré Demba, merci beaucoup. Ceux qui ne connaissent pas Traoré Demba vont apprendre à les découvrir. Hein? C'est quelqu'un qui est très engagé et quand il prend une position, il va jusqu'au bout. Voilà, merci Traoré Demba. Mais la question que je vais vous poser, M. Demba, en vous écoutant, M. Demba, est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que vous êtes devenus certainement les businessmen, permettez-moi l'expression, de la division? C'est-à-dire que vous ne faites rien pour arranger les deux camps. Est-ce qu'en vous écoutant, est-ce que vous ne donnez pas raison à ces personnes-là? Moi, je ne sais pas. J'ai fait quoi pour diviser les deux camps? Je ne sais pas. Mais j'ai dit ma part de vérité. Et j'ai dit que on ne peut pas, dans le cas d'espèce, au passage, en Afrique, ça me fera 30 ans de militantisme. Et certains ont milité avant moi, mais à partir du moment où le parti a été légal, j'étais là. Donc, je fais ma part. Oui. Je me considère plutôt comme une victime. C'est-à-dire des gens qui ne me connaissent pas, qui pensent que, en faisant, comme ils l'appellent, souvent on le dit, restons groupés sur Demba, qui vont me faire changer d'avis. Mais qu'ils prennent des calmicides, est-ce qu'ils me connaissent? Oui, monsieur Demba, la contradiction majeure ici est de faire en sorte qu'il y ait l'unité pour la faire que... Si on a eu le courage de faire ce que j'ai fait en 90, qui vont me faire reculer. Non, je comprends cela, M. Demba. Nous qui vous connaissons, nous savons exactement de quoi vous êtes capable. Mais la question fondamentale ici, la contradiction majeure est du fait qu'il y ait l'unité au sein du parti, afin que vous alliez aux élections pour multiplier vos chances. Alors, certaines personnes vous diront que, M. Demba, que ça devient problème donc de personnes. Qu'il faut mettre l'intérêt supérieur du Front populaire ivoirien, créer les conditions. Voilà. Ce que les gens, la majeure partie des militants, c'est tellement ça. Oui. Je l'ai dit avant, j'ai dit nous sommes d'accord, mais il faut respecter les tests. M. Afi a été exclu. Il faut un congrès qui le réhabilite, voilà la procédure. Et puis maintenant, on va à un congrès de rassemblement, ou bien comme ils peuvent appeler, mais en utilisant même le thème unitaire, là, ça veut dire que déjà, il y a un piège là-dedans, je l'ai expliqué. Et puis, on ne peut pas avoir fait ce qu'on a fait, puis venir faire comme si de rien n'était, c'est les autres qui ont tort. Non, il faut aussi que chacun assume sa part de responsabilité. Eux ne veulent pas. Ça veut dire que non,
bêtement, il faut, voilà. Pour une fois, je refuse de faire venant de bêtement. Je n'accepte de faire bêtement que quand ça vient de mon patron. Voilà. Non, on n'est pas du tout opposé. Pas du tout. Mais il faut le faire dans la règle de l'art, dans le respect de l'autre, dans la dignité. C'est tout. Il ne peut pas, le président Laurent Gbagbo ne va pas nous, à moi personnellement, donner des instructions, puis je vais faire le contraire. Mais pourquoi? C'est que je ne suis plus bêtement quoi. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Katina. Je vais vous laisser passer au deuxième chapitre et je reviendrai certainement un peu plus tard. Merci, Jacques. Alors, M. Traoré, justement, vous faites la promotion de votre, je ne sais pas si on peut appeler cela un concept, bêtement gore. Voilà. Madame Simone Gbagbo, il y a quelque temps, a semblé remettre en cause la ligne des Gbagboiens lorsqu'elle a déclaré ceci: nous devons suivre Laurent Gbagbo parce que nous partageons sa vision et non pour des raisons personnelles. Dans le combat que nous menons, Laurent Gbagbo doit être le centre de nos revendications parce qu'il est la tête qui nous représente. Mais notre vision, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Notre vision, c'est la Côte d'Ivoire nouvelle. Le jour où Laurent Gbagbo ne sera plus là, notre vision ne doit pas mourir. Votre commentaire, M. Demba Traoré. Vous me donnez l'occasion que bon nombre de journalistes, y compris presse écrite, ne m'ont pas donné et ont tout de suite interprété un de mes postes et ont créé une confusion. Et comme il y avait des gens qui étaient tellement de bonne foi, entre guillemets, ils sont même allés prendre un de mes postes et puis mettre la photo de Mme Simone Gbagbo pour dire que c'est d'elle que je parle. Vous me donnez, je l'ai déjà dit dans une vidéo, dans le cas d'espèce, je me levais contre tous ceux qui n'étaient pas FPI, qui se sont invités dans ce débat et qui étaient essentiellement des gens du COJEP. C'est à ceux-là que je m'adressais, qui essaient de nous faire comprendre, oui, Gbagbo, il ne faut pas le déchirer, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. À la limite, qui invitait à tourner la page de Gbagbo si c'est le cas. Mais sur ce cas précis dont vous voulez parler, mon avis, vous me donnez l'occasion. Parce qu'il y en a qui disent, ah oui, mais t'as Tchéki, pour pouvoir parler, Simone, c'est pas ta camarade. Mais si, c'est ma camarade. Tu viens d'où? Au FPI, là, du président du parti aux militants de base, nous sommes des camarades. Et à partir du moment où un débat est porté sur la place publique, le commentaire est libre. Sur cette question, j'ai dit, Demba Traoré, en 90, quand il a lu les statuts et règlements intérieurs des différents partis politiques, là, c'est pas ça qui a fait qu'il a choisi le FPI. C'est quand il a parlé à l'opposant Laurent Gbagbo qu'il a décidé d'être FPI. C'est pas le contraire. Et je ne suis pas le seul. Des gens parmi les fondateurs du FPI l'ont dit. Je donnerai l'exemple du professeur Kokora qui était en 3e et qui a connu le président Laurent Gbagbo quand il était en 6e. Et depuis lors, ils ne se sont pas quittés. Mais quand ils se sont retrouvés à 5, il a dit, c'est lui que nous devons suivre. Mais ils peuvent écrire tous les textes qu'ils veulent. Je ne suis pas sûr que les textes et la vision du FPI étaient meilleurs à celle du Parti socialiste ivoirien du Maman Mouriféré, au Parti ivoirien des travailleurs de Francis Rodier ou à l'Union des sociaux-démocrates, qui étaient les 4 partis de gauche en 90. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est l'opposant historique. Donc pour moi, là, Laurent Gbagbo, le FPI et la vision du FPI constituent une trinité, sans blasphème. Ça là, on ne peut pas m'enlever ça de la tête. Et je l'ai dit plus tôt. Le jour où Laurent Gbagbo raccroche le maillot, pour moi aussi c'est Huawei. Donc pour moi là, il est la vision. Ça là, ceux qui disent arrière de moi Satan, moi je suis musulman, je ne connais pas arrière de moi Satan. Et
qu'on tienne compte de nous, les musulmans aussi au pays. Qu'on tienne compte des bolsonistes. Mais monsieur Traoré. Quel pays était parti? Donc, ceux qui veulent savoir ma position, et en privé, je l'ai donné à d'autres personnes. Donc, je ne me réunis pas. Hein. Je ne suis pas d'accord avec la position de la deuxième vice-présidente. Vous me donnez l'occasion de le dire ici, mais je ne parlais pas d'elle. Et j'ai le droit, en tant que vice-président, de m'exprimer sur un sujet qui est devenu public. Mieux, est-ce que c'est la vice-présidente qui parlait ou bien c'est l'épouse qui parlait? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, quand on rassemble les deux, nous là, on n'a jamais vu Mme Thérèse Houphouët-Boigny ou Mme Bédié nous demander à leurs militants de rester sereins face à leur mari. Nous là, si on veut mystifier Gbagbo, on nous laisse le faire. Ce n'est pas de la deuxième vice-présidente que cela doit venir. Ça, là, je ne suis pas d'accord. On peut enregistrer la vidéo, on pourrait faire le débat quand il faut. Monsieur Traoré, peut-être ce qu'il faut prendre en compte, c'est que contrairement à Mme Thérèse Houphouët-Boigny et à Mme Bédié, Mme Laurent Gbagbo a fait la politique. Peut-être même avant, je ne sais pas, peut-être même avant de rencontrer le président Laurent Gbagbo. Ne soit pas politique. Les gens, quand une femme de président fait la politique, mais peut-être on l'a fait autrement ou différemment. On dit que les femmes de président font la politique. Ça dépend. D'accord. Revenons donc à la question. En tant qu'intellectuel, et je le dis parce que, bon, j'ai eu l'occasion de vous fréquenter, je vous sais un intellectuel vraiment averti. Honnêtement, est-ce que quand vous... On dit que je suis bête, je ne suis pas intellectuel, bon, je ne revendique même pas. Mais honnêtement, lorsque vous enlevez la carapace politique, et puis lorsque vous vous écoutez, est-ce que vous pensez qu'il est quand même correct de dire que vous êtes bêtement gore et que vous ne suivez qu'un homme? Non, je termine ma question, s'il vous plaît. Je termine ma question. Les accords de Marcoussis. Ça n'a pas ému quelqu'un. Oui, d'accord, ok. Et puis, bêtement, là, ça veut dire appliquer avec discipline, sans ruse. Sans réflexion aussi. Les gens disent, il y a un de mes jeunes frères qui m'a prêté le mot. On peut accepter que les gens soient follement amoureux, qu'ils soient bêtement amoureux. Mais pourquoi on ne peut pas accepter qu'ils soient bêtement gore? D'accord, ok. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ok, d'accord. Laissons l'adverbe bêtement alors. Ceux qui sont contre le fait d'être gore là, c'est eux qui se sentent concernés par l'expression bêtement gore. Tous ceux qui sont contre être gore. C'est ça. Comme je les appelle les plambéistes. Parce que ça ne fait pas leur affaire que les militants adoptent cette tendance. D'accord. Donc, est-ce que cela veut dire que... Oui, mais sur la place publique, oui. Quand vous êtes en couple même à la maison, si votre problème, vous ne le maîtrisez pas à la maison, le voisin commence à en entendre parler. Après, c'est le quartier. Après, c'est la ville. Donc, s'il y a des divergences ou des problèmes en interne au parti, mais ça finit par se trouver sur la place publique. Mais si c'est sur la place publique, on va en débattre. Mais il n'y aura pas un groupe qui va terroriser d'autres. Parce que c'est ce qu'il y en a qui essaient de faire. Oui, voilà ce que l'on veut. Et puis d'autres n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Ok, d'accord. Dernière question sur ce concept de Gbagbo-rien et qui est relative aux élections qui arrivent. Est-ce que cela veut dire que selon vous qui êtes de la tendance Gbagbo-rien et qui êtes devenu encore plus... Bon, non, je pense que non. Monsieur Emmanuel, on va faire du mot bêtement Gbagbo-rien. Non, je pense que tous ceux qui sont gore ne sont pas bêtement gore. Je pense que même dans les gore, encore vous êtes divisés. Okay. Mais moi, je suis encore même... Il y a un autre ami même qui dit que lui, le fondamentaliste gore. Bon, voilà. Donc voilà, on va faire le récapitulatif. Il y a le Front populaire ivoirien qui est divisé. Dans le Front populaire ivoirien, vous avez une partie qui est gore, et dans les gore, il y a une partie qui est bêtement gore. Pour ceux qui sont bêtement gore, est-ce que cela signifie que pour ces élections de 2020, si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, vous n'allez pas participer à ces élections ou vous n'allez pas aider quelqu'un d'autre à faire partir le pouvoir en place? Et ça, je le dis parce que vous êtes sur Radio PDCIRDA. Nous, on est accrochés aux lèvres du président Laurent Gbagbo. Bien au contraire, ceux qui ruent
avec le chorisme, c'est eux qui pourront dire, ah non, on n'est pas d'accord avec ce que le président Laurent Gbagbo dit, même et qui peuvent aller contre ces consignes. Moi, je connais mon patron, le contexte dans lequel nous sommes. Il n'a jamais été égoïste et il ne le sera jamais, on sait ça. Il mettra l'intérêt de la Côte d'Ivoire en avant. Et il saura prendre la décision idoine le moment opportun. Et nous, les bêtements corps là, on le suivra. Qu'il soit candidat, qu'il ait donné des consignes et tout ça, nous on le suivra. On ne dira pas, non, comme c'est pas lui, c'est zéro. Non, c'est d'autres personnes justement qui ne sont pas corps ou qui ne sont pas bêtements corps qui diront, non, pourquoi? Pourquoi il va donner des consignes? C'est contre ceux-là, et c'est par opposition à ceux-là que nous, là, nous sommes bêtement gore. On n'est pas seulement gore, parce que certains parmi eux se cachent. Ici, ils sont gore. Mais en même temps, c'est curieux, ils sont gore, mais en même temps, ils disent, ah, ici, Gbagbo, c'est pas, on fait quoi? Ça, ils ont commencé à dire ça depuis 2018. Octobre 2018, 2 ans avant les élections, à 2 semaines de l'ouverture de procès, pour démobiliser les militants. En Côte d'Ivoire, qui est encore officiellement candidat, il n'y a que des intentions de candidature. Et nous avons le temps, nous avons jusqu'au 20 juillet pour déposer la candidature. Et nous sommes dans un processus qui, à tout moment, le 6 février, on s'en va, l'affaire est finie. Et à ce jour, n'oublions pas que le président Laurent Gbagbo n'est coupable de rien, bien au contraire, il est acquitté. Donc il peut être candidat. Donc quelle est cette façon de penser qu'il faut déjà désigner quelqu'un d'autre? Qui peut être candidat? On a vu en Tunisie, non? Quelqu'un qui était en prison qui était candidat. Devons nous rappeler qu'un Nkrumah a été élu pendant qu'il était en prison. Monsieur Traoré, vous n'êtes pas en train de nous dire. Monsieur Traoré, vous n'êtes pas en train de nous dire que si jamais, ce que je ne souhaite pas, si jamais, après le 6 février, le président Gbagbo est maintenu dans sa situation actuelle, vous n'êtes pas en train de nous dire que s'il décide de se porter candidat en étant maintenu à l'étranger, vous allez soutenir cette candidature-là? Ah oui, pourquoi pas? S'il décide d'être candidat, je vais le soutenir. Et si sa candidature est rejetée, ce qui sera le cas? Et si sa candidature est rejetée? Et si sa candidature est rejetée, ce qui sera le cas? Il donnera des consignes. Est-ce que c'est ça qui est nouveau? Est-ce que c'est ça qui est nouveau? Ouattara, là, qui est président aujourd'hui, contre vents et marées, sa candidature a été rejetée. Bien. Non. Si sa candidature est rejetée, on en visera. Mais pour l'instant, rien ne l'empêche, il n'est coupable de rien. Donc, il n'y a pas de fin à la demeure. Pour dire allons chercher d'autres personnes. Oui. C'est ça qui est la différence. C'est ça que je parle. Ok. Dans notre vêtement, on pose à toute alternative jusqu'à ce que le dernier recours, jusqu'au dernier recours. Et nous avons confiance au président Laurent Gbagbo, nous savons qu'il n'est pas égoïste. Il met toujours l'intérêt de la Côte d'Ivoire en avant. Donc, il saura donner les consignes ou prendre la décision idoine. Mais en attendant ça, on est farouchement opposé à toute autre alternative. Okay. Et on ne ruse pas avec. C'est tout, c'est ça la différence. Monsieur Traoré, dernière question avant qu'on passe au chapitre suivant qui sera le dernier chapitre, je crois. Et avant que Jacques aussi peut-être puisse intervenir sur cette question-là, c'est vrai que Laurent Gbagbo est un modèle pour vous et il est un modèle pour beaucoup de jeunes Ivoiriens, y compris moi. Les qualités que vous trouvez à Laurent Gbagbo, selon vous, au Front populaire ivoirien, à part vous, bien sûr, qui d'autre a des qualités semblables aux qualités que le président Laurent Gbagbo a? Il est unique. Je le dis, mais c'est la vérité. Il est unique. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi j'étais lycéen. Quand sous le manteau, un aîné me faisait lire pour une alternative démocratique, photocopie. Donc je suis
suivais. Mais naïvement, je militais au PDC, au Médici. Parce que je ne comprenais pas, je ne savais pas. Toute cette tendance-là, je n'avais pas un aîné qui me guidait dans ce sens-là politiquement. Je ne lisais que ces des ouvrages opposés à Houphouët-Boigny quand j'étais au lycée jusqu'à l'université. Donc, je suis venu. Et c'est pour ça que j'ai dit, un pays là, c'est venu après. Moi là, c'est Gbagbo je suivais. C'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'ai dit, et c'est la vérité, je ne me reconnais en personne d'autre. Si ce n'est pas lui, sur la scène politique ivoirienne. Ok, d'accord. Je ne suis pas prêt à faire les sacrifices que j'ai faits pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui est la vérité. 30 ans. Mais au-delà des 30 ans de militantisme, je suis en train de dire que depuis la crise, nous ne faisons que des sacrifices. On est à l'étranger, on court de gauche à droite. Ça là, la personne qui incarne, qui vaut mon temps et qui peut me permettre de prendre ce genre de sacrifice et de faire ce genre de sacrifice sans calcul là, c'est Laurent Gbagbo. Ok, d'accord. Moi, match Huawei, c'est fini. Et c'est la vérité. J'ai dit, on est 20 janvier 2020. Vous voyez comment ça sonne bien? 20 janvier 2020. Et à la date anniversaire de Martin Luther King, quelqu'un qui a fait un rêve, j'ai dit, voilà, il faut qu'on enregistre et qu'on garde ça, qu'on maintienne rigueur si je fais le contraire. C'est bien compris, monsieur Demba Traoré. Je pense que je suis Emmanuel Katinan du nouveau PDC-RDA, mais bon, je pense que mes amis du PDC-RDA doivent être en train de bien rire en me voyant faire cette interview, mais bon, je pense que c'est une leçon politique pour nous tous. C'est bien compris, monsieur Demba Traoré. Jacques, une question, enfin une ou deux questions. La photo du président Félix Houphouët-Boigny. Et du président Bédié, s'il vous plaît. Et du président Bédié. Ah, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ok, je te comprends. Tu vois, je ne vais pas me dire ça dans votre atelier. Voilà. Mais moi, là, je suis du foncièrement. Voilà. Mais maman même peut le dire. Ok. Je comprends. Parfaitement. Parfaitement. On va prendre la question de Jacques avant de passer au dernier chapitre de cette interview. D'accord. Alors, oui, merci beaucoup, M. Emmanuel Katinan. Alors, M. Demba, est-ce que les concepts que nous sommes en train d'employer, personne ne vous dénie d'être un pro Laurent Gbagbo, vous l'avez été depuis que je vous connais. Mais est-ce que le fait de s'accrocher à ces concepts, à des individus, et mettre l'intérêt supérieur des individus au-dessus de la Côte d'Ivoire n'est pas le problème que nous avons aujourd'hui? En d'autres termes, si vous devez choisir entre le concept Mangor et le concept Côte d'Ivoire d'abord, où vous allez certainement vous pencher? Mais ils ne sont pas incompatibles. En étant Mangor, là, on travaille pour Côte d'Ivoire. Justement, le président Laurent Gbagbo l'a montré. Au nom de la Côte d'Ivoire, il est resté dans la maison. Il dit, je resterai là où les Ivoiriens m'ont mis, on viendra me chercher là, et on ne sera pas dit que Laurent Gbagbo a fui. Mais c'est la cause. Je ne pense pas que la vision que porte le président Laurent Gbagbo est pour la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit depuis le lycée, je le lis et je le suis. Je ne l'ai pas suivi, ils sont nombreux, ils ont écrit, et je ne pense pas qu'ils soient celui qui écrit le mieux. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, si vous allez lire les statuts du Parti ivoirien des travailleurs, de l'USD, du Parti socialiste ivoirien et du FPI, c'est parce que le FPI a le meilleur statut en 90, mais nous avons suivi ceux de ma génération, une personne pour ses idées. Voilà. Donc, mais ces idées-là, c'était pour la Côte d'Ivoire, et je disais, personne n'a le monopole de l'amour. C'est ce qu'on disait aux gens du PDC. Je me rappelle à une interview au Novotel, il a dit, la question avait été posée peut-être par Mme Dané Monique Claverie. Mais il a dit, personne n'a le monopole de l'amour de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on vous entend au PDC, vous avez l'impression que c'est vous qui aimez. Nous aussi, on aime la Côte d'Ivoire. Laissez-nous essayer notre façon aussi d'aimer ce pays. Donc, être corps n'est pas incompatible avec aimer la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est Traoré. Non, là, vous ne pas nous dire ça parce que vous dites Gbagbo ou rien.
Vous ne dites pas Gbagbo et la Côte d'Ivoire ou Gbagbo, vous dites Gbagbo ou rien. Donc, effectivement, la Côte d'Ivoire n'est rien devant Gbagbo. Gbagbo, là, il est dans la Côte d'Ivoire. On est dans mathématiquement. Le contexte, non, Alassane Ouattara, monsieur Traoré, Alassane Ouattara est aussi dans la Côte d'Ivoire. Donc, vous n'avez rien dit. Vous dites Gbagbo ou rien. C'est ce que j'étais en train de vous démontrer. Nous sommes dans un ensemble qui est la Côte d'Ivoire, avec différentes visions pour la Côte d'Ivoire. Et tout ce que nous disons, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Et par projection ensuite, par rapport à la sous-région et à l'Afrique. Donc ça, il faut sous-entendre ça. Et dans cet ensemble-là, vous êtes Ouattara ou rien. Et ça là, c'est ce que nous on appelle l'ado mouton. Mais c'est en fait, c'est des bêtements ado. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a ceux qui sont bédiés ou rien, et il y a les Gbagbo ou rien. Nous sommes dans cet ensemble. Tout ce qu'on dit là, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas opposer le choix des leaders d'un pays. Non, mais on le voit à travers des principes différents. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok. Et je vous l'ai dit tantôt que le président Laurent Gbagbo aime la Côte d'Ivoire et saura prendre la décision qui est bonne pour la Côte d'Ivoire au moment opportun. Je vous l'ai dit. Ok. Jacques? Oui, mais M. Demba, je comprends la question, vous l'avez contournée un tout petit peu, hein, M. Demba. Jacques, c'est M. Traoré, Demba, c'est le prénom. Oui, M. Traoré Demba, oui, c'est ce que je voulais dire, M. Traoré Demba, c'est ce que je voulais dire, vous avez raison, M. Traoré. Alors, au vu de ce que nous avons vu dans ce pays, M. Demba, M. Traoré, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus intéressant de mettre la Côte d'Ivoire au-dessus des personnes, même si vous êtes en train de lier, parce que dans votre explication, on a l'impression que vous nous êtes en train de nous dire que Laurent Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire. Vous supportez Laurent Gbagbo, c'est le support de la Côte d'Ivoire. Vous mettez M. Laurent Gbagbo au même pied d'égalité que la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de nos préoccupations, surtout compte tenu de ce que nous avons vécu dans ce pays, M. Traoré? Non, ce n'est pas ce que nous avons dit. Et puis aussi, il faut aussi savoir même aussi le contexte du Gbagbo-Orien. Que peut-être que les autres partis ou les autres leaders n'ont pas connu. Tournez la page Gbagbo. J'en suis l'une des premières personnes à rapporter ce fait-là au président. Je pense qu'elle s'appelle Christine Légal, elle était en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré l'équipe au moment dirigée par Femi Akaoreto. C'est fini, Laurent Gbagbo tourner sa page. C'est déjà qu'ils sont partis. Quelqu'un qui a assisté à la réunion m'en a parlé. Et j'étais par coïncidence à la haie et j'ai rapporté cela au président. D'autres leaders étaient encore en prison. C'est depuis là qu'est partie la contre-attaque pour ne pas tourner la page Gbagbo. Et puis, on s'est retrouvé dans le contexte. Moi-même, j'ai appris par la suite ou rien. Des gens ont réfléchi, ils ont sorti le concept. Mais c'était pour s'opposer au fait de tourner la page Gbagbo. Et cela a été exprimé par le boycott des élections. Aujourd'hui, depuis le congrès de Moussou, il a été arrêté qu'on participera aux élections. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Et ça, je pense que nous sommes tous d'accord, PDCI, FPI, tous ceux qui sont opposés au régime Ouattara estiment qu'il faut créer les conditions des élections. Mais nous, en attendant ça, on n'a pas le même problème que tout le monde. Nous avons des problèmes en interne. Au sein du PDCI, les opposants au président Bédié sont allés au restaurant au RHDP. Ils ne sont pas restés à l'intérieur pour créer des problèmes. Ils n'ont pas de problème de logo. Très rapidement, les questions de logo ont été réglées. Vous le savez, quand le PDCI a saisi la justice. Mais nous subissons le contraire.
Donc, notre manière de nous manifester face à cette injustice du régime ne peut pas être la même chose que celle du PDC. Donc, nous développons un système d'autodéfense en interne qui est le gorisme. Et quand l'attaque se sent plus fort et plus se précise davantage, nous devenons bêtement gore pour nous opposer au tournage de la page du président Gbagbo jusqu'à ce que lui-même donne des instructions. Venant pas de lui, on ne suivra rien de personne d'autre. C'est tout le principe. Mais ça... Oui, mais monsieur Traoré. Dernière question, Jacques, oui. Oui, monsieur Traoré, on vous comprend tout à l'heure, vous avez parlé d'être bêtement gore, ce qui veut dire vous êtes discipliné et suivre la ligne de conduite de M. Laurent Gbagbo. Alors, M. Laurent Gbagbo reçoit M. Afin Guessan après beaucoup j'allais dire de manquements et autres. Et M. Laurent Gbagbo donne des instructions pour que M. Afin Guessan travaille avec M. Assoa Adou pour le prochain congrès. Mais le bêtement gore devait certainement suivre, puisque vous avez parlé beaucoup de discipline, de supporter suivre la discipline de M. Laurent Gbagbo en ce moment. Pourquoi vous semblez être tant soit peu, même si vous ne le dites pas, un peu opposé un peu à cela? Mais je ne le suis pas, il faut lire mon boss, la conclusion de mon boss, c'est bien ça. Puisque nous sommes bêtement gore, c'est ce qui dit la conclusion de mon boss. Puisque nous sommes bêtement gore, si le président Laurent Gbagbo a pardonné à M. Afi, nous pardonnons. Mais cela n'empêche pas d'informer nos militants, cela n'empêche pas de rétablir la vérité. Quand M. Afi a dit sur tous les toits que si le président Laurent Gbagbo veut le FPI et qu'il dit que c'est lui-même qui est candidat, il va donner le parti. Moi là j'ai dit, M. Afi, comme lui-même le dit, il a eu le temps de déjeuner 2 fois avec le président Laurent Gbagbo. Il a entendu ça du président Laurent Gbagbo et nous l'attendons. Nous ne sommes pas, il n'a pas dit avant, si on accepte que je sois premier vice-président, si on accepte que je sois colistier. C'est pas ça qu'on a entendu. Ce qu'il a dit là, qu'il fasse, ça là aussi, j'ai le droit, en tant que militant, de dire ça. Et puis quand on s'en va à des négociations, c'est vrai que M. Afi a le droit de faire monter les enchères, mais ceux qui vont négocier doivent savoir aussi qu'ils ont à gérer d'autres types de militants très opposés à ça, sinon ils vont tout brader. Vous trouvez que le président Afi a trop demandé en souhaitant être le colistier du président Gbagbo, en souhaitant être le président par intérim du Front populaire? Ça rentre dans la stratégie politique. Moi, je dis, ça rentre dans la stratégie politique. C'est que moi j'ai dit, j'ai fait mon analyse de la situation. J'ai dit que quand il dit qu'il va être premier vice-président avec intérim, il assume que le président Laurent Gbagbo ne dirige pas le FPI actuellement. Il est en train de penser si le congrès doit se tenir, c'est-à-dire qu'il ne voit même pas dans un futur immédiat que le président Laurent Gbagbo rentrera au Côte d'Ivoire, ou peut-être qu'il ne le souhaite pas. Ça là, j'ai le droit de relever ça. Et quand il dit qu'il veut être colistier, mais ça, il y a des méthodes démocratiques pour être colistier. Ça se discute en interne. Mais lui, pour l'instant, est blâmé. Il peut être colistier sans être militant du FPI. Il est radié. Mais le colistier d'un candidat, ils ne sont pas obligés d'être du même parti. Mais ça, pourquoi demander que ça se passe à un congrès? Où est la démocratie? Si le pays décide de choisir ses candidats par élection, par primaire, c'est-à-dire le candidat du parti et le vice-président du parti, mais M. Afi ferait une entrave à la démocratie en demandant qu'il y ait des résolutions du Congrès qui l'imposent. C'est pas démocratique. Ça, j'ai le droit de le dire. Mais M. Traoré, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'aller à la réconciliation? Ne pas s'opposer à la réconciliation. C'est ça qui est la vérité.
Ok, d'accord. On va passer au dernier chapitre de cet échange. On va rapidement quand même vous poser une question sur des affaires qui font un peu le buzz, on le dirait, hein, sur les réseaux sociaux. On parle d'un procès qu'aurait intenté le président Laurent Gbagbo contre Madame Rachel Crasso, la petite sœur d'Annie Tchélé. Et on voit aussi Annie Tchélé qui vous a même personnellement... qui vous a nommément cité, vous et Mme Nadi Bamba, comme étant des personnes qui divisent le Front populaire ivoirien. Alors, quel commentaire cela vous inspire? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce procès? Je n'aime pas l'habitude contre nos femmes. Je l'ai déjà dit une fois quand ma fille m'a fait attaquer par une dame qui militait au FPI, mais heureusement, elle était avec un homme. J'ai préféré m'en prendre à l'homme. Mais comme Annie Tchélé montre aux gens que c'est elle qui porte la culotte chez elle, je suis obligé de faire un petit commentaire. Elle m'a interpellé plusieurs fois, je n'ai pas répondu, je ne veux pas mettre à son niveau. Mais je vais lui rappeler deux petits faits seulement. Annie Tchélé, elle n'a jamais été amie de Blé Goudé. Ça, la Demba Traoré peut le dire, parce que quand j'ai été nommé à la direction nationale des campagnes, là, la première personne que des conseillers du président m'ont demandé de recevoir pour la rassurer, là, c'était Annie Tchélé. Et elle est venue se plaindre de quoi? C'est elle a oublié, c'est ce débat-là, c'est de lui qu'elle parle. Elle est venue poser problème parce qu'elle a pensé que son film-là, Blé Goudé allait lui arracher le marché. Parce que le président lui a promis, c'est moi qui lui ai dit, parce que voilà, j'étais en charge de la communication. Je lui ai dit, si le président vous a promis, il va vous donner. Effectivement, un ami du président a financé ce film, contrairement à ce qu'on raconte, qu'elle a renoncé à ses droits, c'est du n'importe quoi. Deuxième élément, elle ne pense pas un seul mot de ce qu'elle dit de Mme Nadi Bamba. Moi, j'étais là. J'ai vu son attitude quand elle parle, qu'elle se donne des airs, ma petite. Elle ne pense pas. Quand elle voit, je l'ai vu en présence de Mme Nadi Bamba, elle ne se comporte pas de la manière. Ce que j'entends, notre femme, il faut qu'on arrête cette hypocrisie. Si elle a des problèmes à régler, qu'elle les règle. Voilà, c'est ce que je peux dire. Que la concernant, quand elle se proclame aujourd'hui être porte-parole de Mme Simone Gbagbo et de Blé Goudé, et même menace les gens, si jamais j'en ris, et dis-lui quand elle a été amie des deux. Oui. Mme Simone Gbagbo a été la marraine de son. Mais nous savons ce qu'elle dit d'elle. Il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête. Ok. Voilà ce que, la concernant, je peux dire. Sa petite soeur, c'est un procès en cours. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais justement, par rapport à votre position, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour. On sait que vous êtes très proche de Mme Nadi Bamba. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose? Vous tenez à cette proximité. Mais enfin, c'est vous peut-être qui voulez la refuser, mais tout le monde dit que vous êtes proche de Mme Nadi Bamba. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour arranger les. Moi, je l'assume, je ne le refuse pas. Voilà, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour. Je dis que j'ai 57 ans. J'ai eu 57 ans le 23 décembre dernier. On ne peut pas confondre ma voix à celle de Mme Nadi Bamba, que j'ai connue en 2008. Donc, mon existence, mon militantisme au FPI, le fait que j'étais avec le président Laurent Gbagbo de 90 jusqu'à. Vous mettez, on va s'en mettre au profit. J'ai dit non. Justement, elle vous stigmatise comme étant l'acteur de la division. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas poser des actes qui prouvent que vous n'êtes pas acteur de la division? C'est ce que je veux dire. Pour favoriser l'entente, pour favoriser la réconciliation. Vous êtes très proche du président Laurent Gbagbo, vous êtes très proche de Mme Nadi Bamba. Mais non, je suis victime. Parce que c'est le même qui dit. C'est le même qui. On a entendu dire que c'est elle qui a arrangé la rencontre avec Afi, non? Elle l'a dit. Donc, en quoi est-ce que Demba ou Mme Nadi Bamba peuvent l'empêcher d'aller voir le président Laurent Gbagbo pour créer la division? En quoi? À partir du moment où elle a revendiqué que c'est elle qui a fait ça. Heureusement que le SIG a fait un communiqué. Voilà. Ok, d'accord. On est une victime. C'est ce que les gens oublient. C'est-à-dire, vous êtes là, les gens sont jaloux
de votre proximité avec le président. Mais je n'ai pas choisi. Je ne fais que mon devoir de militant. Et il s'est avéré qu'ils étaient nombreux à déserter les rangs. Donc, les soldats de troupes qui se retrouvent à côté ont servi leur général. C'est tout. C'est pas leur faute s'ils ont déserté leur position. Ok. Regardez, je attire votre attention sur un fait. C'est les mêmes qui sont là. Ils tribalisent même le débat. C'est des nordistes. Le président est pris en otage par des nordistes. Nous sommes 4, maximum 5 ressortissants du Nord dans le secrétariat exécutif du FPI qui compose le vice-président et le secrétaire général adjoint. Ça fait à peu près 100 maximum. Donc à peu près 5%. Mais le président Laurent Gbagbo a plus de 5% de voix au Nord. Donc nous, on estime que nous sommes sous-représentés. Mais c'est peut-être parce qu'on est compétent que les gens trouvent qu'on les envahit. Mais ça, c'est pas notre faute. C'est-à-dire qu'on entend Demba Traoré, on entend Malik, on entend Kone Katina, on entend, on connaît Boubacar, ils sont trop. Mais c'est pas notre faute. Nous sommes des victimes. Et nous estimons qu'il y a encore moins de nordistes qu'il ne devrait en avoir dans la direction exécutive du pays. Et nous allons revendiquer ça. Pourquoi pas? Parce que si on attend des résultats de nous, il faudra que le maillage dans la direction du parti soit conforme aux résultats attendus de nous sur le terrain. Ok. Dernier chapitre de cette émission, M. Demba Traoré, on va parler un peu des perspectives du Front populaire pour le Front populaire ivoirien et des élections de 2020. Vous savez que votre parti est en de très bons termes en ce moment avec le PDCI-RDA. Le professeur Assoa Adou anime très souvent des conférences de presse avec le professeur Guy Kayé. Quel est votre sentiment là-dessus? Et puis, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les élections futures? Vous avez vu qu'il est impossible pour M. Ouattara de gagner des élections. Parce que je le dis, parce que j'ai les données statistiques. J'ai été celui qui a collecté les résultats en 2010. J'ai les données statistiques. Je sais ce qu'a apaisé M. Ouattara avec M. Bédier et M. Soro ensemble. Et ce qu'a apaisé le président Laurent Gbagbo. Premier tour, on a les données. Deuxième tour, on a les données. Et aujourd'hui, après 9 ans de règne de Ouattara, nous savons le problème qu'il a dans sa propre base. Et maintenant, cela s'ajoute le problème. Cela s'ajoute le soutien se mettre en place dans une stratégie bien mûrie, mais qu'on ne met pas sur la place publique. Mais M. Ouattara va être battu. Il va être battu. Il ne sera même pas au deuxième tour. Vous voyez qui vous voyez qui au deuxième tour? Mais c'est ce que j'ai dit pour l'instant. Je ne sais pas quelle va être la composition des listes. Mais sinon, si vous demandez mon avis, mais le président Laurent Gbagbo remportera les élections ou les meilleurs premiers. Ok. Ça vous laisse un peu perplexe. Non, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai ri parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai demandé... En fait, vous avez répondu à la question. Vous avez dit qu'il n'y aura même pas le deuxième tour. Mon candidat, voilà, il gagne le premier tour. Ok, d'accord, je comprends. Ok. Jacques, une question avant qu'on aille à la fin de cette émission. Alors, on pourrait continuer. Merci, M. Katina. Ok, d'accord. Alors, M. Demba Traoré,
j'aimerais vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous passer le micro pour votre mot de fin, j'aimerais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les réseaux sociaux et ceux qui nous suivent également à partir de la radio Afrique 2050. Merci, ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. Je ne pourrais pas les citer tous aujourd'hui. Oswald Isaac de Lourdes Yao depuis les États-Unis, Kédé Zagoté, Arlette Zaté, Lorraine Palou, Lydie Bailly, ils sont vraiment nombreux, Dominique Yaba, et bon voilà, Pierre Pays, etc. Voilà, en tout cas, merci de nous suivre et merci beaucoup à M. Demba Traoré d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très bientôt sur Radio PDCI RDA et puis vous avez le mot de fin. Non, mais c'est un seul vœu que l'année 2020 soit l'année du retour triomphal de mon président en Côte d'Ivoire et en bonne santé, et pour qu'il soit au service de son pays, le pays pour qu'il a tant donné, afin que, pour une fois pour toutes, il soit mis fin à la souffrance des Ivoiriens. Donc, au départ de M. Ouattara du pouvoir. Ça, c'est le vœu. Je voudrais terminer sur ce vœu-là. Merci, M. Demba Traoré. Vous voudrez bien transmettre nos salutations au président Laurent Gbagbo et à Mme Nadi Bamba. Je vous taquine, je vous taquine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Et je vous dis merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci, c'était un plaisir. Merci. Merci, Jacques. Oui, merci, Katina. Portez-vous bien. Merci, vous aussi.